Bonjour à tous. Dans le cadre de l'UE de méthodologie, nous allons consacrer la séance de TD suivante à apprendre à apprendre, c'est-à-dire répondre à la question comment apprendre le plus efficacement possible votre cours. Consacrez donc quelques instants sur un brouillon à lister toutes les techniques que vous connaissez pour apprendre efficacement votre cours et en retenir le plus de choses possible dans un minimum de temps de travail. Alors, première chose, déjà, avant d'être efficace en cours, eh bien, déjà répondre à ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow, dont vous voyez la base et l'accomplissement, la réponse à vos besoins physiologiques. En effet, si vos besoins, notamment besoins alimentaires et besoins de sommeil, ne sont pas couverts, eh bien, vous n'allez pas réussir à être efficace. Donc, première chose, déjà, assurez-vous d'avoir couvert vos besoins de sommeil et vos besoins alimentaires. Prenez quelques instants ensuite pour réaliser ce test de mémorisation pour comprendre quel type de mémoire vous possédez. Le test se déroule sur 2 diapositives. Vous avez un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre soit par oui, soit par non. Si vous répondez oui, vous cochez dans la case grise correspondant au oui. Si vous répondez non, vous cochez la case grise correspondant au non. Pour calculer vos résultats individuels, vous devez donc faire la somme des cases grises cochées dans les colonnes V, A ou K pour déduire ensuite quelle est la dominante de votre profil. Lorsque l'on analyse les résultats à grande échelle, on s'aperçoit qu'en fait, assez peu d'étudiants, peu de personnes ont une dominante forte. Environ seulement 10% des personnes ont une dominante forte qui peut être une dominante V visuelle, A auditive ou K kinesthésique. La plupart des gens ont plutôt 2 dominantes, 2 composantes fortes, voire même 3. Cela vous montre en fait que vous ne devez pas travailler uniquement votre composante dominante, mais que vous avez 2 ou 3 potentialités et que finalement vous devez toutes les travailler et toutes les exploiter. Pour travailler sa mémoire visuelle, évidemment, il faut mobiliser ce qui a imprégné votre rétine, ce que vous avez vu, c'est-à-dire des schémas, des photos, des mots écrits. Vous devez travailler à l'aide d'images et votre mémoire visuelle étant assez importante, vous pouvez, avec cette mémoire visuelle, mémoriser des détails. Pendant le cours, il faut donc que vous preniez des notes claires, que vous utilisiez des couleurs, que vous surligniez et que vous observiez bien ce qui a été écrit au tableau ou sur les diapositives. Lorsque vous travaillez à l'aide de dessins, de tableaux de synthèse, de graphiques, récapitulez sur des fiches, mémorisez à l'aide d'images, visualisez vos cahiers, leur mise en forme, leurs plans, recherchez des images, des photos ou des vidéos pour illustrer votre cours, réécrivez les parties qui vous posent problème. Si vous avez une dominante visuelle forte, évitez de travailler en musique, cela vous perturberait. Si vous voulez au contraire travailler votre mémoire auditive, il faut pour cela réciter à haute voix, vous entendre, privilégier dans ce cas des explications courtes et pas trop de détails car la mémoire auditive est moins importante en volume que la mémoire visuelle. Triez donc les idées principales avant d'essayer de les mémoriser. Pendant le cours, soyez attentif et participez puisque c'est en parlant que vous allez enregistrer une grande partie de ce qui sera dit. Pour travailler vos cours, discutez-en avec des personnes compétentes ou avec vos camarades, posez-vous des questions, faites-vous interroger, récitez votre cours à haute voix, mais après l'avoir synthétisé, racontez à votre manière. Vous pouvez aussi enregistrer les cours et vous les repasser si nécessaire en y associant une mélodie, une chanson. Enfin, pour travailler votre mémoire kinesthésique, c'est-à-dire la mémoire du mouvement, il faut avoir compris que cette mémoire est celle qui est associée majoritairement aux émotions, aux ambiances. Il faut donc, d'une part, essayer de privilégier une ambiance paisible, agréable pour le travail, que ce soit en cours ou chez vous. Et puis, il faut associer donc ces apprentissages à quelque chose de concret, expérimental. En cours, il faut donc participer activement, faire des liens pratiques entre ce que vous apprenez et ce que vous avez déjà vécu, faire des liens avec les travaux pratiques. Lorsque vous apprenez, reformulez votre cours en marchant ou en manipulant des objets, une gomme, une balle anti-stress. Ainsi, lorsque vous manipulerez à nouveau ces objets, la mémoire vous reviendra. Il existe plusieurs types de mémoire.
la mémoire à court terme, qui est la mémoire qui vous permet d'exécuter des tâches au quotidien en mémorisant de façon très rapide tout ce qui vous entoure et tout ce qui vient de se passer. Parmi tous ces éléments de la mémoire à court terme, certains méritent d'être enregistrés dans la mémoire à long terme parce qu'ils vous seront utiles et d'autres détails ne sont pas suffisamment intéressants, suffisamment utiles pour nécessiter d'être stockés dans la mémoire à long terme. Donc, pour que les choses passent dans la mémoire à long terme, il faut avoir la volonté d'extraire du présent des choses dont on pense qu'elles vont être utiles, et les stocker dans la mémoire à long terme. C'est la phase d'encodage. Donc ça nécessite de votre part une volonté de mémoriser, une attention particulière à l'importance de ce sujet que l'on souhaite mémoriser. Ensuite, nous le verrons dans les diapositives suivantes, il va falloir que cette mémoire soit consolidée et puis il faudra que ce que vous avez stocké dans la mémoire à long terme soit rappelé. C'est-à-dire que pour le cerveau, quelque chose va être maintenu dans la mémoire à long terme seulement s'il est utile. Et il est utile si, une fois qu'on l'a stocké dans la mémoire à long terme, il est utilisé. Donc il faudra réutiliser, faire ressortir en récitant par exemple ce que vous avez stocké dans la mémoire à long terme. Ces mémoires à long terme, eh bien, sont de différentes natures. Il y a la mémoire explicite, la mémoire des épisodes, la mémoire des phrases, mais aussi la mémoire implicite, la mémoire des émotions, la mémoire des actions, des procédures. Toutes ces mémoires, évidemment, sont en interrelation et plus on les associe les unes les autres, plus eh bien, elles vont être réactivées le moment venu. Stanislas Dehaene, qui est un neurobiologiste contemporain, dans son livre Apprendre les talents du cerveau et le défi des machines, nous explique qu'il existe 4 piliers de l'apprentissage. L'engagement actif, l'attention, l'utilisation des signaux d'erreur et de surprise et la consolidation. Nous allons les détailler tous les 4 dans les diapositives qui suivent. Voyons tout d'abord ce qu'est l'engagement actif. Stanislas Dehaene nous dit qu'un organisme passif n'apprend pratiquement rien, car l'acte d'apprendre exige que le cerveau génère de façon active des hypothèses avec curiosité. Vouloir savoir est donc le moteur de la motivation et de l'apprentissage. Vous devez donc, à chaque instant de votre parcours universitaire, associer à ces apprentissages votre projet professionnel, de telle sorte à rester motivé, à donner du sens à ce que vous apprenez. L'engagement actif, en fait, est basé sur l'idée que c'est en apprenant de façon active que nous allons mémoriser et intégrer les choses, les apprendre, les comprendre. L'expérience initiale est celle du manège réalisé par Held et Hein avec des petits chats qui, pendant les 3 premières semaines de leur vie, ont été maintenus à l'isolement dans le noir. Et puis ensuite, on a réalisé, c'est l'expérience A, une stimulation visuelle de 2 de ces petits chats, enfin de 2 lots de ces petits chats. Un premier petit chat, un premier lot qu'on a laissé se promener dans une pièce circulaire avec sur les murs des stries noires et blanches qui les ont stimulés visuellement et le petit chat marchait en rond à l'intérieur de ce cercle. Le deuxième lot de petits chats a fait la même promenade, sauf qu'il ne se promenait pas de façon active, mais il était transporté dans un petit chariot roulant. Eh bien, avec ces 2 lots de chats, on les a testés par la suite, le lot de chats qui s'est promené activement dans le manège A, eh bien, était tout à fait capable sur un plateau, vous le voyez dans la figure B, sur un plateau qui contenait des formes de différentes couleurs, noires et blanches, différentes formes, était tout à fait capable de circuler entre les formes, alors que le deuxième lot qui avait été transporté passivement, eh bien, se cognait dans ces formes. De la même manière, lorsqu'on les a mis sur un plateau surélevé avec un damier, eh bien, le premier lot de chats qui avait déambulé activement était capable de marcher sur le damier et de s'arrêter au bord du plateau, alors que les autres petits chats eh bien, ne se laissaient pas guider par les cases et tombaient sur le côté du plateau. Et donc ça vous montre que la stimulation visuelle a été bien intégrée lorsqu'elle a été couplée à un engagement actif du corps de l'animal.
Des expériences plus récentes ont permis de mesurer le pourcentage moyen de ce que l'on retient du contenu d'un enseignement 24 heures après le cours. Lorsque l'on vous donne un cours magistral, eh bien 24 heures après, si le cours a été uniquement verbal, eh bien vous en retenez 24 heures après seulement 5%. Si le cours a été une lecture, 10%. S'il y avait dans ce cours des diapositives avec des schémas, vous en retiendrez 20%. Et s'il y avait des démonstrations, 30%. Si cet apprentissage s'est fait de façon collective avec des discussions, un travail de groupe, on en retient au bout de 24 heures 50%. S'il a été mis en pratique par une expérimentation, on en retient 75%. Et enfin, si on a soi-même enseigné ce cours, eh bien, il nous en reste, ou si on l'a appliqué directement, il nous en reste 80%. Donc vous voyez que, eh bien, en fait, plus on s'engage de façon active et plus les supports sont pratiques et peuvent être appropriés par les étudiants, eh bien, plus il reste de choses 24 heures après le cours. Le deuxième pilier de l'apprentissage, selon Stanislas Dehaene, est constitué par l'attention que l'on porte à ce que l'on apprend. L'attention, c'est un ensemble de circuits neuronaux qui vont sélectionner, amplifier, propager les signaux auxquels nous accordons de l'importance. Ça va multiplier par 100 ou par 1000 la représentation de ce signal dans la mémoire. Le modèle de Posner stipule 3 circuits de l'attention. Le circuit de l'alerte, celui sur lequel un événement extérieur attire votre attention. Ensuite, le circuit du filtrage ou de l'orientation qui va être attiré, par exemple ici comme le point rouge qui attire notre attention au milieu des points verts, c'est ce qu'on appelle l'effet pop-out, quelque chose qui attire de façon très rapide votre attention. Et enfin, le contrôle exécutif, c'est-à-dire la volonté active de maintenir son attention sur quelque chose. Évidemment, plus le niveau d'attention va être élevé, plus les liens avec la mémoire vont se faire, notamment pour l'encodage et développer la capacité de la mémoire de travail. Le contrôle exécutif, en fait, c'est quelque chose qui va se démarquer de l'effet pop-out, par exemple sur ce schéma, ce dessin de carrés gris et noirs avec des lignes. On vous demande si les lignes sont parallèles. Et bien, si on en restait à une attention relativement légère, eh bien, on aurait tendance à dire que les lignes ne sont pas parallèles. Alors que si l'on concentre son attention et qu'on essaye de regarder quel est l'espacement entre les lignes, on s'aperçoit que l'espacement est partout le même et du coup là, on va pouvoir se dire que en fait, oui, les lignes sont parallèles. Et donc ça a nécessité ce qu'on appelle un contrôle exécutif. Alors évidemment, l'attention n'est pas la même tout au long de la journée. Nous avons tous ce qu'on appelle un rythme circadien de la vigilance, c'est-à-dire que nos capacités d'attention évoluent au cours de la journée. Alors, elles sont comme ça en moyenne pour tous les êtres humains et elles sont un petit peu décalées vers la droite pour les adolescents. Mais globalement, c'est à peu près le même rythme pour tout le monde. On voit bien en fait que l'attention augmente à partir de l'heure du réveil. Si on dit que l'heure du réveil, c'est 7 heures du matin, hein, eh bien, cette attention, elle est plus élevée, elle est au maximum, on va dire, en milieu de matinée. Et puis elle descend, alors elle descend un peu avant le repas, et puis elle est vraiment minimum après le repas, de 13 heures à 15 heures, mais ça n'est pas forcément lié à la prise du repas, parce que même si on ne mange pas, eh bien, on va être quand même un petit peu moins attentif. Entre 13 heures et 15 heures, c'est ce qu'on appelle la dépression corticale, c'est le cortex qui est moins actif à ce moment-là. Et puis l'attention remonte de façon importante jusqu'à 19-20 heures, et puis là, elle va décroître progressivement, et puis bien sûr être minimale au milieu de la nuit. Donc on voit bien à travers ce schéma qu'il est important que vous fournissiez le travail qui vous demande le plus d'attention au moment où votre vigilance est la plus élevée, c'est-à-dire le matin. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on se lève à 11 heures que la courbe va être décalée. Si vous vous levez à 11 heures, eh bien, de toute façon, la courbe va être la même.
Alors ça, c'est lié à la production d'hormones qui est liée, elle, au rythme du soleil, de l'alternance jour-nuit. Donc en fait, elle est la même pour tout le monde, quel que soit votre rythme habituel. Mais en tout cas, ça veut bien dire que pour tout le monde, on est plus vigilant, on va dire, entre 8h et midi. Et puis, à partir de 15h, là, ça remonte jusqu'en soirée, jusqu'à 21h. Et puis là, à nouveau, la vigilance va décroître. Donc, il faut vraiment que vous utilisiez ces moments pour concentrer les temps de travail, et notamment les temps de travail qui vous demandent le plus d'attention, sur ces moments. L'attention, c'est un processus cognitif qui est complexe, qui va solliciter l'ensemble du corps, parfois en vous demandant d'être silencieux, d'être immobile, mais parfois non, parfois il faudra déambuler pour être attentif. Ça représente un effort, c'est-à-dire que ça vous demande de la concentration, ça ne peut se faire que pendant une durée limitée, et surtout l'attention, ça s'entraîne. Et donc vous pouvez, et notamment, avoir recours à des techniques type méditation, ou en tout cas à vous forcer à être attentif en cours, parce que, eh bien, moins on s'entraîne, moins on a la capacité d'être attentif. Et donc, pour être attentif, il faut bien avoir identifié à quoi on doit faire attention, puisqu'on ne peut pas faire attention à tout. Donc évidemment, les limites de l'attention, ça va être la distraction, parce que si par exemple en cours, vous êtes plus attentif à ce que fait votre voisin ou à ce qui se passe par la fenêtre plutôt qu'à ce que fait l'enseignant, c'est une forme d'attention, mais qui ne va pas être efficace pour apprendre son cours. Les limites aussi, c'est la cécité inattentionnelle. C'est justement le pendant de ce que je viens de vous dire, c'est que parfois, en étant attentif à quelque chose, on devient inattentif à d'autres choses qui se passent autour. C'est ce qu'on verra à la diapositive précédente où je vous proposerai un petit exercice qui vous montrera ce qu'est la cécité inattentionnelle. Et enfin, les limites de l'attention, c'est ce qu'on appelle la double tâche. En fait, aucun cerveau humain ne sait réaliser deux tâches complexes à la fois. Quand vous faites deux choses à la fois, c'est possible seulement si l'une des deux ne demande pas beaucoup d'attention. Par exemple, marcher, se promener dans la rue, ça ne vous demande pas beaucoup d'attention, vous pouvez donc faire autre chose en même temps. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, être attentif à ce qui se passe sur la route si en même temps vous téléphonez à quelqu'un, même avec le kit main libre. Parce que votre esprit va être mobilisé par la conversation que vous êtes en train d'avoir et que du coup, il ne peut pas en même temps être concentré sur les choses qui pourraient survenir de façon brutale sur la route. Donc évidemment, en général, on est quand même capable de suivre son chemin et de s'arrêter au feu rouge, mais s'il y a un enfant qui traverse ou un événement soudain qui survient sur la route, en général, si l'attention est prise par ailleurs, eh bien, on n'a pas le temps de réagir assez vite. Donc, il faut faire très attention à essayer de ne pas faire deux choses à la fois, ou en tout cas que l'une des deux tâches soit automatique et ne nécessite pas de l'attention parce qu'on ne peut pas être attentif à deux choses en même temps. En cliquant sur ce lien, vous pourrez faire un petit test qui vous montrera ce qu'est la cécité inattentionnelle. Le troisième pilier de l'apprentissage, selon Stanislas Dehaene, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des signaux d'erreur et de surprise. Ce sont des signaux qui vont corriger nos modèles mentaux, éliminer les hypothèses inappropriées et stabiliser des hypothèses plus justes. En effet, dans votre cerveau, il existe trois systèmes cognitifs, c'est-à-dire trois systèmes d'apprentissage. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le système heuristique. C'est un système qui vous permet de réfléchir à des tâches qui ne vous demandent pas beaucoup de réflexion, c'est-à-dire des tâches que vous maîtrisez bien et auxquelles vous pouvez réfléchir selon une pensée qui va être relativement automatique et intuitive. Ce sont donc des tâches que intellectuellement vous pouvez faire de façon très rapide et sur lesquelles vous n'avez pas une réflexion très approfondie. Donc en fait, c'est assez peu fiable, mais comme ce sont des tâches que vous maîtrisez bien, normalement, il n'y a pas trop d'erreurs. Par contre, il peut arriver que vous ayez besoin, au contraire, pour résoudre une tâche, de
recourir au deuxième système qui est le système algorithmique. En effet, parfois, certaines tâches trop complexes ne peuvent pas être résolues à l'aide du système heuristique et là, il va falloir avoir une pensée plus réfléchie, hein, utiliser notamment la pensée logico-mathématique. Là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps, mais par contre, votre cerveau va être plus mobilisé sur ce deuxième type de tâche et la tâche va être plus fiable parce qu'elle aura mobilisé beaucoup plus votre cerveau et certaines zones notamment de votre cerveau. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on va passer de l'un à l'autre? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le système d'inhibition qui se trouve dans le cortex préfrontal et qui va en général vous permettre d'arbitrer parce que vous êtes face à un conflit cognitif. C'est-à-dire vous êtes face à une situation qui vous pose un problème que vous n'arrivez pas à résoudre avec vos schémas habituels. Eh bien, là, cette tâche-là va vous demander plus de réflexion, plus de temps et du coup, votre lobe préfrontal va vous faire basculer sur le système algorithmique. C'est en général donc quand on rencontre ce qu'on appelle un conflit cognitif, c'est-à-dire une tâche nouvelle qui nous pose problème, que l'on ne peut pas résoudre avec les outils habituels. Et donc c'est extrêmement important d'être soumis à des conflits cognitifs et justement pour que votre cerveau prenne l'habitude de basculer sur ce système algorithmique pour apprendre à faire des nouvelles choses. Quand cette nouvelle chose va être suffisamment faite de façon récurrente, elle va devenir automatisée et va passer dans le système heuristique. Donc pour apprendre, il faut que votre cerveau soit en permanence confronté à des choses nouvelles et les faire suffisamment souvent pour qu'ensuite elles puissent devenir automatisées. Et donc, pour ça, il faut être confronté, il faut accepter d'être confronté à la difficulté, puisque c'est chaque nouvelle difficulté qui va introduire faire basculer sur le système algorithmique et introduire de nouvelles compétences qui peu à peu pourront être automatisées. Ce qui va vous aider, du coup, dans ce basculement entre les deux systèmes, c'est ce qu'on appelle le retour sur erreur. Et donc, en fait, il faut accepter de faire des erreurs, accepter de rencontrer des difficultés, d'être surpris par un raisonnement, par un résultat, et de s'être trompé, parce que c'est votre cerveau, en faisant ce qu'on appelle le neurofeedback, en faisant des retours sur erreur, qui va vous aider à déconstruire vos procédures et à en construire des nouvelles. Donc en fait, vous êtes à l'université pour accepter de vivre ces moments-là. Alors c'est jamais très agréable, mais quand vous avez appris à marcher, bien vous êtes tombé. De la même manière, en TP, vous allez avoir du mal parfois à faire des calculs, à comprendre des choses. Eh bien, c'est ce temps-là qui va vous permettre de passer d'un système à l'autre et du coup d'acquérir de nouvelles compétences. Donc prenez le temps d'être actif dans vos apprentissages. C'est en étant actif qu'on fait des erreurs. Ces erreurs-là, elles sont là pour vous faire progresser et vous allez les déconstruire en vous appuyant sur les échanges avec vos camarades ou avec les enseignants. Il est donc important de ne pas baisser les bras à chaque fois qu'on rencontre une difficulté ou qu'on fait une erreur. Donc on a parlé beaucoup des erreurs, on a parlé aussi du rappel, hein. Cette expérience, elle va vous montrer à quel point ces choses sont importantes. C'est une expérience qui a eu lieu en 2018 dans laquelle on prenait 3 groupes d'étudiants, on leur proposait pendant un certain temps d'étudier leurs leçons et puis le premier groupe, pendant le même temps, ensuite se testait, donc faisait des quiz, se questionnait, faisait des exercices. Le deuxième groupe, eux, ils ont étudié pendant le même temps que le premier groupe et puis pendant le deuxième temps, ils sont allés avoir des temps de loisirs. Et le troisième groupe, eh bien, a étudié pendant un certain temps et a réutilisé le temps restant pour réétudier. Étudier, ça veut dire lire son cours. Eh bien, si on regarde les résultats au test final, eh bien, le groupe 1 est celui qui a obtenu les meilleurs résultats et le groupe 2 et 3 ont obtenu des résultats comparables. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sert à rien de relire ses leçons 50 fois, on pourrait aussi bien aller se balader, aller au cinéma ou écouter de la musique. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un temps pour étudier ses leçons et un temps pour mobiliser ses apprentissages en se testant, en faisant des exercices, en se questionnant les uns les autres ou tout seul à l'aide d'outils qu'on va voir par la suite. Mais ce temps de rappel et ce temps de retour sur erreur est indispensable pour améliorer les apprentissages. Enfin, dernier pilier de l'apprentissage selon Stanislas Dehaene, ce qu'on appelle la consolidation. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la mémoire.
Stanislas Dehaene nous dit qu'au fil du temps, notre cerveau compile ce qu'il a acquis, le transfère dans sa mémoire à long terme afin de libérer les ressources pour d'autres apprentissages. Cette consolidation va se produire pendant le sommeil profond. Il existe plusieurs phases pendant votre sommeil. Donc en haut du graphe, en fait, c'est ce qu'on appelle les phases d'éveil. Et puis vous voyez ici en vert, ce sont les phases de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil très léger juste avant l'éveil pendant lequel on rêve. Et puis ensuite, on va rentrer dans des phases de sommeil de plus en plus profondes, de 1 à 4. Les phases de sommeil profond, le plus profond étant le sommeil de niveau 4, qui est indiqué ici en rouge. Qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Eh bien, on voit que les phases de sommeil profond, qui sont celles pendant lesquelles on va passer les choses importantes, les apprentissages dans la mémoire à long terme, eh bien, elle se fait surtout au début de la nuit. On voit qu'il y a des cycles du sommeil, on passe de l'éveil au sommeil paradoxal, au sommeil profond, puis on remonte, puis on redescend. Eh bien, ces cycles raccourcissent tout au long de la nuit, au point que à la fin de la nuit, à partir de 3 heures du matin à peu près, on ne descend plus en sommeil profond. On a des cycles qui sont beaucoup plus courts et qui ne descendent plus. Donc, ça veut dire que les phases de consolidation, elles se déroulent au début de la nuit. Et quand je dis au début de la nuit, comme tout à l'heure, c'est lié à vos rythmes biologiques, aux alternances jour-nuit. Et donc, si par exemple vous vous couchez à 1 heure du matin, ben, ce cycle-là n'est pas du tout décalé. Il démarre tel que à partir d'1 heure du matin. Donc si on se couche très tard, eh bien en fait, on supprime de son sommeil les phases de sommeil profond, donc les phases de consolidation. Donc, ce qui est très important, c'est de se coucher à heure fixe, plutôt pas après 23 heures, et essayer, alors ça c'est un autre conseil, de ne pas se coucher directement après avoir travaillé, d'avoir fait une petite coupure pour se détendre et se vider la tête. Enfin, l'un des points importants, on l'a vu, dans la mémoire, c'est ce qu'on appelle la réactivation. Réactiver, ça veut dire montrer à son cerveau que ce qu'on a appris, ça sert. Parce que si ça n'est pas utile, le cerveau l'élimine. Donc, pour que quelque chose serve, eh bien, il faut qu'il soit réactivé, c'est-à-dire qu'il faut le relire, le redire, le réexpérimenter, le réexpliquer, et ça en plusieurs fois, le jour même de l'apprentissage, dans la semaine qui suit et dans le mois qui suit. Et si vous faites ça 3 fois, en général, cet apprentissage est passé dans la mémoire à long terme de façon définitive. Alors, pour réactiver, bien évidemment, on peut ressortir son cours, mais on peut aussi se servir de quelques outils qui vont vous permettre de réactiver de façon très rapide. On n'est pas obligé de reprendre tout son cours. On peut avoir, en préparant son cours, fabriquer des flashcards. Donc, ce sont des cartes qui possèdent des questions au recto et des réponses au verso, ou les mots en français, par exemple, au recto, les mots en anglais au verso, un concept au recto et un exercice au verso, etc., qui vous permettent soit de travailler tout seul, soit de les utiliser en groupe. Vous pouvez également, quand vous travaillez votre cours, faire des fiches en mettant bien le plan, les mots-clés, les définitions, les schémas importants, les éléments méthodologiques, ou alors faire des cartes mentales, c'est-à-dire associer des concepts de façon non linéaire afin de faire des liens. C'est ce que nous allons voir dans les diapositives suivantes. Pour vous aider dans votre mémorisation, vous pouvez fabriquer des cartes mentales. Vous connaissez cela, vous en avez sans doute établi dans les années précédentes. Ici, par exemple, si on prend l'exemple d'une carte mentale qui serait sur comment fabriquer une carte mentale, eh bien, de façon radiale, on va pouvoir, en utilisant différentes couleurs, différentes polices, irradier les idées autour du thème central. Et autour du thème central, vous avez des idées principales et puis des idées rattachées à celles-ci en plus petit. Et puis vous pouvez aussi faire du lien latéralement entre ces différentes indications. Vous avez ici sur cette diapositive justement un exemple de carte mentale qui vous explique ce qu'est une carte mentale, à quoi ça sert, comment on la fait, avec quoi, comment on la mémorise et à quoi ça sert. Quelques éléments bilan de ce qu'on vient de se dire. Eh bien, pour bien mémoriser vos leçons, vous devez d'abord penser à organiser votre temps, votre planning, travailler au bon moment de la journée, faire des pauses, réactiver, organiser l'information, vous créez des outils, créer des bonnes méthodes pour rappeler les choses que vous avez apprises. Donc,
par les échanges avec vos collègues, avec les enseignants, par un engagement actif, par une manière de mémoriser et de prendre des notes ou de faire des fiches. Donc, vous pouvez faire tous de façon assez facile, en effet, c'est prendre des notes claires, écouter les cours avec attention, poser des questions, participer, identifier les enjeux pour comprendre qui fait ça, pourquoi, comment, dans quelle intention, identifier bien le plan du cours, les mots-clés, les formules importantes, les concepts, faire des liens et donner du sens. Après le cours, vous pouvez par exemple résumer le cours en 3 idées en 3 minutes, à l'écrit ou à l'oral, essayer d'associer, catégoriser, faire des fiches, des cartes mentales, des flashcards, identifier la méthodologie employée en TD pour résoudre les exercices, revoir votre cours le soir même, le week-end suivant et un mois après pour réactiver. Bien organiser votre temps, planifier.